Hey, salut à toi! Alors aujourd'hui, on va voir ensemble comment réussir des photos dans des parcs animaliers. On va voir ça en 3 vidéos. La première, celle-ci, sera en fait sur le matériel. La deuxième sera sur la prise de vue. Et là, on va parler des problèmes techniques, on va parler de votre boîtier et de l'environnement. Dans la troisième vidéo, on parlera du post-traitement. Là, on va voir quelques techniques et quelques petites astuces. Au niveau du matériel, on va commencer par le boîtier. Pour l'extérieur, l'APS-C est largement suffisant. Par contre, en intérieur, le plein format est plus adapté, car vous allez devoir monter rapidement dans les ISO. Alors, moi, je possède un Canon EOS 600D, qui est en 18 millions de pixels et qui est APS-C. Pour exemple, aux eaux de Beauval, les photos en intérieur, j'étais sur ISO 800. J'étais obligé pour avoir une vitesse un minimum correcte pour ne pas avoir de flou de bouger. Après, tout dépend de votre focale, mais on va voir ça un peu plus tard dans une prochaine vidéo. Plus vous allez monter en fait dans les ISO, plus vous allez avoir de bruit numérique sur votre image. Et donc, vous allez perdre de la netteté. Il existe des techniques de post-traitement pour réduire justement le bruit numérique. Mais le problème, c'est que vous allez quand même perdre un minimum de netteté. Ça, c'est pour les puristes, parce que sinon, vous pouvez toujours faire de belles photos, même à ISO 800. La montée en ISO, en fait, vous posera problème pour le tirage papier ou pour le livre photo. Vous serez limité à un certain format, car au-delà, en fait, vous verrez le grain de votre image. L'avantage du boîtier APS-C, sinon, c'est le coefficient multiplicateur 1.6. Car très souvent, sauf en intérieur, vous serez très loin de votre sujet. Donc un 100 mm monté en fait sur un APS-C va se transformer en 160 mm. Et ça, ce gain de focale, c'est pas négligeable. L'APS-C en fait est bien si vous ne possédez pas de gros téléobjectifs. Si par exemple vous avez acheté votre appareil photo en kit du genre avec un 55-200, c'est parfait, car votre objectif sera transformé en 88-320, ce qui est plutôt cool. Pour les plus fortunés, en fait, vous avez le dernier né de chez Canon, le 5D SR, qui est un appareil plein format. Donc c'est parfait en fait pour la montée en ISO, qui possède en plus une petite fonction assez cool, en fait, le coefficient de conversion supplémentaire. En fait, c'est une petite fonction qu'on peut activer, et on peut activer une fonction 1.3 ou 1.6. Ce qui vous donne en fait l'effet d'un APS-C. En fait, ça va augmenter artificiellement votre focale, mais avec la qualité d'un capteur plein format. Donc pour les budgets raisonnables, moi je vous recommande de l'APS-C, mais si possible les modèles les plus récents, car ils gèrent mieux la montée en ISO. Cette recommandation en fait est uniquement valable dans le cadre de photos dans un parc animalier. Car en fait, si vous partez en forêt, ben là on va pas chercher, on va avoir le même type d'usage. Là on va chercher un mode rafale avec un très grand nombre d'images par seconde. Par exemple, le 7D Mark II, qui lui possède un mode rafale à 10 images par seconde. Parce que dans ce cadre-là, en fait, ça sera des animaux vraiment sauvages. Et là, dès qu'il y aura le moindre bruit, ils vont partir très vite. Donc là, il faut, pour maximiser ses chances, il faut avoir un maximum de déclenchement pour la réussite d'une belle photo. Pour les objectifs, il faut des longues focales, c'est-à-dire au-dessus de 50 mm. Alors par exemple, si vous avez acheté votre appareil photo en kit avec un 18-55, je vais vous dire que le 18-55, c'est même pas la peine de le sortir. Car vu la distance que vous allez avoir entre vous et l'animal, quand vous allez prendre une photo, en fait, vous allez voir votre sujet, il va être tout petit. Et le problème, c'est comme c'est dans un zoo, en fait, on va voir que c'est un peu de l'artificiel. Donc, il n'y a pas d'intérêt d'avoir un grand angle. Parce que le grand angle, on va l'utiliser voilà, quand on est en extérieur, quand on est vraiment dans la nature, pour mettre l'animal dans son contexte. Là, si vous mettez dans le contexte, on va bien voir que c'est dans un zoo. Là, on va chercher à avoir des cadrages plus serrés. On va privilégier justement les longues focales. En gros, l'animal, il sera comme un modèle. Donc on va chercher des photos de plein pied jusqu'au très gros plan. Le plein pied, en fait, c'est des photos de la tête aux pieds. Donc pour ceux qui possèdent l'objectif qui est souvent fourni en kit, le 55-200, c'est parfait pour démarrer. Si vous possédez un 70-200, c'est encore mieux. Alors pour ce qui est de l'ouverture, alors moi je vais dire que c'est pas important. Après, tout dépend si vous êtes en intérieur ou en extérieur. En extérieur, si vous avez du soleil, les ouvertures de type 3, 5, 5, 6, ça pose en fait aucun problème. Par contre, attention au ciel entièrement gris, c'est-à-dire très nuageux. Parce que là, vous allez devoir monter en ISO, vous allez devoir passer peut-être sur ISO 200, voire ISO 400. Pour ce qui est de l'ouverture type 3, 5, 5, 6, ça pose aucun problème. Vous allez le voir dans la prochaine vidéo. Alors, de mon côté, j'ai la chance d'avoir un objectif, un 70-200 2.8. Et j'ai un très gros téléobjectif, pas de jeu de mots, un 150-600 avec ouverture f5.6.3.
J'ai réalisé de très gros plans en APS-C grâce à mon 150-600 qui, justement monté sur mon Canon EOS 600D, s'est transformé en 240-960. Donc j'ai pu me faire bien plaisir pour faire des photos avec un cadrage très serré. Alors, après le boîtier et les objectifs, on va parler d'une chose qui est très importante, surtout avec les très gros téléobjectifs. On va parler du trépied ou monopode. Alors moi je suis parti sans en fait, car j'avais pas envie de m'encombrer, puis je me suis dit au pire, avec une bonne technique, ou au pire je m'appuierai sur quelque chose pour prendre une photo. Pour ne pas vous embêter, moi je vous conseille l'usage du monopode plutôt que du trépied. Car le monopode est suffisamment stable, même avec de très grandes longueurs focales. Le problème du trépied en fait, c'est que c'est assez imposant, et une fois déplié surtout, vous allez gêner les autres visiteurs du parc animalier. Le monopode lui est plus discret, et en plus il est plus léger. Vous pouvez facilement le mettre juste devant vous sans que ça gêne quelqu'un. Et surtout, c'est beaucoup moins cher. Le monopode en fait vous procurera une stabilité et vous évitera justement le flou de bouger. Pour ceux qui n'ont jamais testé de téléobjectif un peu de ce style, le problème qui se passe c'est qu'au-delà de 300 mm, il vous faut obligatoirement soit un stabilisateur, soit il vous faut un trépied. Car en fait, à peine vous allez vous déplacer, faites le test justement, si vous avez un ami qui a un 400 mm ou quelque chose comme ça, vous allez voir qu'à peine vous allez vous déplacer, simplement comme ça, vous allez 1 mm de décalage avec votre objectif, ça peut représenter 30 cm sur une photo. Donc c'est énorme, donc il faut vraiment être le plus stable possible. D'où l'usage du monopode. C'est vraiment ce qui sera le plus intéressant, le moins cher, et surtout tout aussi efficace qu'un trépied. Pendant ces 2 jours aux eaux de Beauval, j'ai fait environ 800 photos. Après un premier tri, celles que je n'aimais pas et celles qui ne sont pas nettes, je me suis retrouvé en fait finalement avec environ 300 photos. J'ai beaucoup shooté en fait avec mon 150-600 et j'ai eu beaucoup de photos en fait qui étaient légèrement floues. Alors pas de grand chose, mais ça rend la photo inutilisable à cause du flou de bouger et pour certaines photos où j'avais mal fait la mise au point. Donc moi je recommande l'utilisation du trépied et ça même si vous êtes habitué à votre téléobjectif. Niveau des accessoires divers. Alors moi j'utilise un grip avec 2 batteries. Alors contrairement à ce qu'a dit quelqu'un qui fait des vidéos YouTube justement sur la photo, moi je possède 2 batteries chinoises que j'utilise depuis environ 3-4 ans. Je n'ai aucun problème avec et je peux vous dire que je dois être environ à plus de 10 000 photos faites avec ces batteries. Donc je les ai torchées. Par contre, c'est vrai que j'utilise le chargeur d'origine qui m'a été fourni avec l'appareil. Pour en revenir au grip, l'usage du grip ou simplement le fait d'avoir plusieurs batteries peut être utile si vous faites plusieurs journées d'affilée sans prendre votre chargeur. Alors pour information, on n'utilise pas de flash dans un zoo, sauf pour les lions si vous voulez vous faire bouffer le bras. Donc du coup, le fait de ne pas utiliser le flash sur votre boîtier, en fait, va vous économiser pas mal de batterie. Ce qui fait que du coup, en dehors des déclenchements, votre appareil va avoir une meilleure autonomie. Une chose que vous pouvez faire aussi pour économiser de la batterie, et dans le cas où vous avez oublié votre chargeur ou votre batterie n'est pas assez chargée, sur les appareils photo Canon, en fait, vous pouvez désactiver l'affichage de votre écran. Alors c'est assez simple, ça se fait directement dans le menu. Pour ça, je vous laisse chercher dans votre notice. Ou sinon, vous avez directement la touche DISP qui se trouve juste ici. Enfin, moi c'est sur mon modèle, mais vous aurez sûrement une touche DISP selon le modèle que vous avez. Et ça vous permet en fait d'éteindre votre écran. En appuyant sur le bouton display, justement, vous allez pouvoir éteindre votre écran ou le rallumer. Donc il n'y a pas de souci parce qu'en fait, toutes les bonnes informations, toutes les informations utiles à votre prise de vue vont se trouver en fait dans votre œilleton. C'est pas un gros gain d'économie d'énergie, mais dans le cas où vous n'avez pas chargé votre batterie entièrement, c'est toujours ça. Si vous avez votre batterie pleine, en général, vous pouvez tenir entre 600 et 1000 photos, en fonction des modèles Canon, sans utiliser le flash bien sûr. Normalement, ça vous permet justement de tenir une journée sans avoir à charger votre batterie. Et ça, même pour les plus mitrailleurs d'entre vous. Maintenant, on va parler des cartes mémoire. Si on se base sur le nombre de déclenchements, entre 600 et 1000, qui sont possibles à partir d'une seule batterie, il vous faut environ une carte mémoire entre 16 et 32 Go. Je pars du principe que vous avez un appareil photo 18 millions de pixels. C'est la moyenne en général. Ça tourne environ entre 18 et 22, voire le 50 mégapixels pour les plus chanceux d'entre vous. Alors je pars aussi du principe qu'avec votre appareil photo, vous shootez en RAW. Avec un appareil photo comme le mien, le Canon EOS 600D, qui a une résolution de 18 millions de pixels, en RAW, une photo représente environ entre 22 et 28 mégaoctets. Alors je parle d'octets, je ne parle pas de pixels. Donc si vous faites 600 photos, il vous faut une carte mémoire d'un peu plus de 16 Go pour des fichiers avec une taille minimum de 28 mégaoctets.
Donc prendre une carte mémoire 32 Go est largement suffisant, même pour toi qui m'y travailles comme un fou. Je vais répondre sur la question, est-ce qu'il faut une carte 32 Go ou deux cartes 16 Go? Alors moi personnellement, à la limite si vous faites 2 jours dans un zoo ou dans un lieu touristique ou peu importe, je vais vous recommander peut-être plus de 16 Go. Pour la simple raison que voilà, une fois que votre 16 de votre première journée elle est faite, vous la mettez dans un coin, elle est en sécurité, etc. Vous utilisez la deuxième. Ce qui fait que dans le cas X ou Y où vous venez à faire tomber l'appareil ou qu'il y a un souci avec la carte, vous perdez que la photo de la dernière journée. Moi, c'est pas ce que je fais car j'utilise quasiment que des cartes mémoire de type 32 Go et ce qui fait qu'en fait je shoote tout directement dessus. C'est vrai que bon, par contre moi les miennes elles commencent à être bien déglinguées, même celle-là qui a tout juste un an, elle commence un peu à se fissurer. Et pourtant c'est une marque, mais voilà. Moi je les malmène et je les fais tourner un peu partout dans les appareils, ça bouge partout, les caméscopes, les appareils photo. Bon, j'ai jamais vraiment connu de cas de carte mémoire défaillante. En général, c'est plus des défaillances type j'ai marché dessus ou je l'ai fait tomber dans le verre, quoi. Maintenant, en fait, on va parler des filtres. Alors, filtre polarisant ou pas? Alors là, c'est la bonne question. Sur ce sujet, moi, je vais vous laisser choisir. Alors moi, je vais vous dire un petit peu ce que je pense. Alors, je trouve pas ça utile, en fait, si vous n'êtes pas proche d'une source d'eau ou de quelque chose d'une surface qui reflète la lumière, en fait. Donc, dans un parc, à part quelques animaux, quand ils vont venir vraiment au niveau de l'eau, il y a peu de chances que ce soit vraiment utile en fait. Alors après, ça dépend si vous faites des photos en direction du ciel ou non. Par exemple, aux eaux de Beauval, il y a un énorme spectacle avec des oiseaux qui se passe justement obligatoirement en hauteur. Et donc là, vous allez prendre des photos directement de l'oiseau dans le ciel. Donc du coup, l'usage du filtre polarisant sera intéressant justement sur les nuages et la couleur du ciel. Dans ce cas-là, oui, ça sera utile. Mais sinon, pour les animaux vraiment terrestres, c'est-à-dire pour un singe, bien qu'un singe peut monter en hauteur, on va partir sur ce principe-là. Donc on peut prendre une photo un peu en direction du ciel. Mais moi, je pars du principe voilà, qu'on va prendre un lion, une panthère, des hyènes ou les animaux que vous voulez, quoi. Donc moi, je pars du principe qu'on n'en a pas vraiment l'utilité. Mais ça, après, on va en discuter un peu plus dans la deuxième vidéo, justement, sur la prise de vue. Autre chose, on va parler sangle. Alors, sangle ou pas sangle? Alors, c'est selon le matériel que vous allez utiliser, car avoir une sangle, ça peut être super justement pour ne pas avoir mal au cou. Pour exemple, moi j'avais pris simplement mon boîtier avec mon 24-70 et au niveau du poids, pendant le salon de la photo, qu'est-ce que j'ai dégusté, quoi. Donc c'est vrai qu'avoir une sangle qui se fixe au niveau de l'épaule, ben, de suite, c'est quand même beaucoup plus pratique, on est beaucoup plus à l'aise. Alors, après, ça dépend vraiment de votre objectif que vous utilisez. C'est important parce que vous allez en fait marcher pendant peut-être 8 heures avec votre boîtier autour du cou. Et selon le type de boîtier et d'objectif, moi l'objectif il est lourd, il est en métal, donc du coup c'est très très lourd. Et au niveau du cou, ben, ça, surtout en plus quand vous utilisez des sangles d'origine, c'est du tissu un peu, hein, je peux dire pourri, mais ça vous étouffe, quoi. Ça laisse pas le sang passer, du coup vous allez devenir tout blanc. Moi c'est ce qui s'est passé au salon de la photo, j'étais pas bien parce que le truc était beaucoup trop lourd et comme un con j'ai pas pris de sangle. Comme j'ai dit, c'est important si vous allez marcher 8 heures justement avec votre boîtier. Alors par contre, moi j'ai pas eu trop de bol parce que moi du coup en fait pour mon 150-600, ben, j'ai pas le choix parce qu'il n'existe aucune sangle qui soit capable en fait de tenir à la fois mon boîtier et mon objectif à cause du poids. Mais si vous utilisez tout simplement un boîtier même les plus gros, même les plus lourds avec un 70-200, il existe des sangles qui permettent largement de les soutenir, type Carispeed ou autre marque. En fait vous verrez que ça vous soulage aussi bien la nuque qu'au niveau de l'épaule, selon le type de sangle que vous allez utiliser. Moi, je vais vous recommander une matière précise, c'est le néoprène. C'est une matière en fait qui est très élastique et très souple, ce qui fait qu'en fait au niveau de l'épaule ou même au niveau du cou, vous allez voir que ça laisse passer le sang et vous n'allez pas vous retrouver avec des violentes douleurs au niveau d'ici ou au niveau de la nuque. Et ça c'est très important parce que quand vous faites 8 heures à marcher, déjà marcher tout court c'est fatigant, alors en plus avec le boîtier, ben, on déguste. Bon. Pour ce qui est du matériel, je pense que j'ai fait le tour. Donc n'hésitez pas à me le dire si j'ai oublié quelque chose dans les commentaires, je le rajouterai à la deuxième vidéo que je vais tourner. Donc dans la deuxième partie, on va voir ensemble la prise de vue, quelques techniques et des petites astuces. Je tiens à remercier les nouveaux abonnés qui nous ont rejoints. Moi, je suis toujours disponible si vous avez des questions, toujours dispo sur Facebook, Twitter. Vous pouvez toujours retrouver l'intégralité des vidéos sur le site internet.
Il y a un petit sondage d'ailleurs, si ça vous intéresse, si vous souhaitez le remplir, c'est pour avoir votre avis. Et puis bon, moi je vous laisse. Sur ce, portez-vous bien, sortez et faites des photos.